Poisson, dit-il, je t'aime bien et je te respecte. Je te respecte beaucoup, mais j'aurai ta peau avant la fin de la journée. Au cercle suivant, il s'en fallut de peu qu'il ne l'attrapât, mais le poisson se redressa encore et s'éloigna lentement. Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux. C'est ton droit. Camarade, j'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal lequel de nous deux qui tue l'autre. À 100 pieds en dessous, un espadon était en train de manger les sardines qui recouvraient la pointe et la saillie de l'hameçon, à l'endroit où celui-ci perçait la tête du petit thon. Il avait un nez très long, aussi long qu'une batte de baseball et pointu comme une épée. Le vieil homme et la mer, c'est le premier livre que j'ai lu sans images. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans et je l'ai dévoré d'un trait. Ce qui est intéressant, c'est d'abord toute cette patience, cette humilité qui est dégagée par le vieil homme et la transmission à cet enfant qui... Tu vois, ce bouquin, je te dis, il me fait pleurer. Et c'est vrai que c'est un bouquin qui est... Moi, j'étais petit et je lisais ça, je voulais être comme le petit. Pourquoi, après tout, la littérature ne donnerait-elle pas naissance à une vocation de pêcheur ? Hemingway, le vieil homme qui lutte à mort avec un espadon, et depuis l'âge de 6 ans, Jacques Albin n'a eu de cesse de prendre la mer. Aujourd'hui, il tente une nouvelle aventure. Départ de l'île de la Réunion, direction sud-ouest. Jacques a lâché les commandes pour devenir armateur. Sa nouvelle folie s'appelle À la Lunga, un bateau de 34 mètres, armé spécialement pour traquer l'espadon, pour pouvoir le dénicher partout dans l'océan Indien. Les hommes d'équipage n'ont pas trop des 2 jours de route pour fourbir la palangre, appelée aussi long line, une ligne flottante qui sera posée à l'arrière du bateau. À la Lunga entame seulement sa 2e campagne de pêche. C'est le plus gros palangrier pélagique, c'est-à-dire palangrier destiné à attraper du thon et de l'espadon, c'est le plus gros de France. Donc c'est une exploitation qui n'est pas, où il n'y a pas trop de repères. Il va falloir défricher la voie, mais bon, ça je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça ne me fait pas peur, un petit peu quand même, mais ça me plaît. Fini la romance, bientôt l'action. Tarzan donne l'exemple. Tarzan, c'est le surnom de Bernard, le capitaine. Son équipage, moitié français, moitié malgache, connaît bien la palangre. À l'exception de Philippe, le second, guère habitué à ces latitudes. Non, pas du tout. Avant, je naviguais à l'Octudie, au chalut. Je commandais un chalutier de 20 mètres et on travaillait essentiellement au sud d'Irlande et sud-Angleterre. Voilà. J'ai eu une opportunité de faire un remplacement ici et donc parce que le second, je remplace le second qui s'est blessé, s'est fait mordre la main par un requin. Chaque soir, une ligne interminable glisse dans l'océan. 100 km. 100 km qui déroulent entre les mains des marins. C'est le filage. Toutes les 10 secondes, un hameçon appâté passe par-dessus bord 2000 fois par nuit. Avec, à chaque fois, de drôles de bâtonnets luminescents.
bout de chaque hameçon, on a mis un calmar. Les calmars vivants, attirés par cette lumière, ça fait comme une balise dans la mer la nuit, ça fait comme un sentier lumineux, vont venir nager autour de ça. Les espadons vont être attirés par les calmars vivants, vont les tuer avec leur rostre et vont revenir ensuite manger les calmars morts qui restent. Et au milieu des calmars morts, il y en a qui ont un hameçon dedans. Et c'est en gros le principe de comment on attrape des poissons, principalement des espadons. Les nuits sont courtes sur le palangrier. Hier soir, le filage s'est achevé vers minuit. En cas de casse, il peut durer jusqu'à 2 heures du matin. Et à 5 heures, quoi qu'il arrive, tout le monde doit être sur le pont. Dès qu'ils ont retrouvé le début de ligne, grâce à une bouée émettrice, les hommes commencent à remonter les hameçons, un par un, sans perdre de temps, jusqu'à ce qu'un cri retentisse. Poisson! Pas de snap! T'as qu'à tirer sur le snap là! T'as qu'à tirer sur... Première prise. Attention! La petite cave, c'est ballot. Prends la petite cave qui est nettoyée. Les espadons ont boudé la ligne, mais les thons ont dévoré les calamars. De gros thons, dangereux quand on les laisse en vie. Même si l'on appâte spécialement pour l'espadon, et même si l'on file la ligne de nuit pendant sa période de chasse, on ne sait jamais quel type de poisson viendra mordre à l'hameçon. Fais laisser à la veille comme ça. Enfin, en voilà un. Majestueux, bien qu'éreinté par les heures de combat au bout de la ligne. Si Jacques et les marins préfèrent attraper des espadons, c'est surtout parce qu'ils se négocient beaucoup plus cher que les autres poissons, aux environs de 7 € le kilo, le double des thons. Délesté de ses parures, le poisson mythique ne ressemble plus à grand-chose. Un roi nu. Mais à la chair délicate, qu'il faut s'astreindre à garder intacte. Ce matin-là, Damien, le second mécanicien, venait aider les matelots du pont. Moi personnellement, je préfère travailler le thon. Mais c'est plus facile. Parce que là, faut travailler avec le couteau, faut bien gratter, faut que ça soit un boulot assez propre. C'est pas évident, faut pas abîmer la chair. Je fais 1 ou 2 poissons, ensuite je vais faire un tour en machine, regarder si tout va bien. Je vais aider sur le pont, ramasser quelques leaders, tirer sur le poisson. On fait un petit peu de tout, on est un peu polyvalent. Là, on va reposer celui-là. Une dizaine d'espadons durant cette première journée, plus de 900 kilos de poissons en tout. Insuffisant pour un tel bateau, qui doit tenter de ramener plus de 50 tonnes durant sa campagne. Décidément, la silhouette d'Hemingway s'estompe, place à la réalité, donc à la rentabilité.
pense qu'en pêche à la long line, comme ça, les sentiments que l'on peut éprouver pour la nature sont au bout d'un moment atténués. Par exemple, le livre « Le vieil homme et la mer » qui décrit bien justement le combat du vieil homme contre ce gros poisson qui lui parle, mais c'est parce que c'est le poisson de sa vie. Moi, j'ai déjà eu, par rapport à des poissons, des sentiments bizarres où quand on reste sur une canne ou sur un fil à la main pendant des heures seul face à un poisson, là effectivement certaines pensées peuvent venir à l'esprit. Mais quand on est sur un bateau avec équipage, on est dans une autre dynamique. Ouais. Il n'empêche, entre Jacques et l'Espadon plane comme une obsession. Et comme toutes les obsessions, elle remonte à l'enfance. Et elle a pris forme lorsqu'il a tout bonnement inventé ce type de pêche à La Réunion, il y a une quinzaine d'années. Je me souviens, le premier espadon que j'ai attrapé, ça a été vraiment... on l'a regardé, on l'a pris en photo. C'était un aboutissement, quelque part. Et la première tranche d'espadon que j'ai mangé à La Réunion, je m'en souviens encore. C'était quelque chose... Ça y est, j'avais mis le doigt sur un territoire inconnu. Flashback. Et nous voilà à La Réunion avant le départ d'Alalunga. Retour sur la vie aventureuse d'un pêcheur émérite, tombé dans la potion marine dès la prime enfance, ballotté entre La Réunion et l'île Maurice. On m'appelait Petit Jacques parce que j'étais petit, je suis toujours petit. Et un jour, un pêcheur avait une très belle expression pour parler de moi. Il avait, en créole mauricien, il disait ça petit là, il y a un agomon bas sur les pieds. Ça veut dire que cet enfant-là a des algues qui poussent sous ses pieds. Et j'avais trouvé ça assez sympa. Dans une autre vie, Jacques fut capitaine dans la marine marchande, à l'époque où il fallait s'amarrer à un cocotier pour décharger les caboteurs, puis guide de pêche au gros. Il passe alors son temps dans les ports des 5 continents à traquer les techniques de pêche les plus insensées. Un jour, il ramène de Floride l'idée de pêcher à la long line. Il décide alors de tenter l'aventure tout seul, non loin des côtes réunionnaises, avec ce type de bateau. Un 12 mètres, totalement transformé par ses soins. Malgré les sourires narquois des vieux pêcheurs. Je pense que Jacques, il aime bien un peu les paris comme ça, et effectivement, peut-être que c'était osé. Et puis à l'époque, on disait qu'il n'y avait pas de poissons dans cette région-là. Bon, je pense que le fait d'amener une technique nouvelle, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait quand même une ressource et qu'après, toute la pêcherie réunionnaise ciblant l'espadon a pu se développer grâce à cette technique-là. Aujourd'hui, une trentaine de bateaux ramènent plus de 1000 tonnes de ce poisson chaque année. Un secteur devenu primordial pour l'économie locale. Il est beau, il est beau. David Guillaumard connaît cela sur le bout des doigts. Et ça, c'est déjà un beau bestiau. Hein. Il vient de boucler sa thèse sur l'espadon. Mais ce qui passionne le jeune scientifique, ce sont surtout les mystères cachés de cet animal mythique. La pêche là, sur 3 ans. Là. Et la lune, en fait, c'est plutôt lune montante et lune Un descendante. grand chasseur, capable d'atteindre les 130 km/h, aussi à l'aise en surface que dans les ténèbres des grandes profondeurs. Qui nous ont embêtés une journée. L'espadon, en fait, utilise ses gros yeux pour justement repérer ses proies. Et il a un système en plus de contre-courant de la circulation sanguine qui lui permet de garder son cerveau et ses yeux toujours au chaud, avec un système qu'on appelle le réseau, le rete mirabile, le réseau merveilleux, qui permet en fait au sang de rester oxygéné et chaud au niveau des yeux et du cerveau, donc pendant la chasse.
Retour au large sur Alalunga. Direction toujours plus au sud, dans une mer qui forcit. Pour peu que l'on sache, l'espadon vit dans les eaux chaudes et se nourrit dans les eaux froides. Reste à trouver les zones de rencontre entre ces deux courants. Faut avoir un point aux oreilles ou ça? Il y a beaucoup d'échanges d'informations, mais on se base sur certaines informations. Parce que tout le monde ne dit pas la vérité, pour quelle raison je sais pas, mais je pense que lorsqu'on est loin comme ça et qu'on est juste 2 ou 3 bateaux, c'est quand même intéressant que les informations fiables soient échangées, parce que sinon la mer est grande, le poisson est à tout le monde, surtout le pélagique. Ce que l'un pêche, il n'enlève pas de la cale de l'autre. Sur le pont, Maître Jacques vient enseigner à Philippe comment désnapper, comment décrocher les bouts de ligne. Et quand tu vois que ta ligne elle part sur l'arrière, tire plus fort pour la ramener sur l'avant. Si elle va trop sur l'arrière, après, Gardin est emmerdé là-haut. Bon, snapper. Là, ça commence à faire mal les articulations à la main, et l'avant-bras. Quand on n'a pas l'habitude de répéter tout le temps le même mouvement, là, ça commence à tirer dessus. Mais bon, ça reviendra comme autre chose. Sebano a débuté sa vie de matelot par la pêche à la crevette sur la côte ouest de Madagascar. Moins physique, mais moins payant aussi. Sebano est certainement le meilleur vireur, ou du moins le plus rapide. Le vireur, celui qui laisse glisser la ligne entre ses doigts, devinant à la tension du fil si cela a mordu ou pas. Et par gros temps, c'est aussi celui qui se trouve aux premières loges pour les embruns. Le travail est toujours le même. Quand on vire la ligne, c'est le plus difficile. Alors il faut alterner de temps en temps. Quelqu'un doit me remplacer car si j'étais le seul à virer toute la ligne, je me fatiguerais très vite. Moi, ce qui m'a poussé à travailler sur un bateau français, ce sont les conditions. Ici, les conditions sont meilleures. Du point de vue du salaire, de la vie à bord et des assurances. Depuis peu, une loi permet aux armateurs français de recruter des marins étrangers et de les payer au salaire de leur pays d'origine. Ceci explique la présence de 5 malgaches à bord. Ici, ils perçoivent jusqu'à 750 € par mois si la pêche est bonne, beaucoup plus que le salaire de Madagascar. Lucien, le cuisinier, cumule 2 tâches, au four et au moulinet, et sa journée débute à 3 h du matin. Je travaille aussi sur le pont, et dès que j'en ai fini avec la pêche, je retourne en cuisine jusqu'à la fin du service. Et je retourne de nouveau sur le pont, puis je mange et je vais dormir. Les marées durent près de 2 mois, avec juste quelques jours d'escale pour débarquer le poisson. Les marins ne pourront donc rentrer chez eux que 2 fois par an. Tous les mois, je garde un quart de mon salaire, et le reste je l'envoie au pays. On est habitué. Être séparé, c'est une situation à laquelle on est habitué, ma famille et moi. Disons que c'est plus un problème aujourd'hui.
Brusque montée d'adrénaline. Prudence. Un requin. Damien veut le tuer illico. C'est un animal dangereux et quand il monte sur le pont, il est encore plus fou et là, lui il est pris de panique alors il se débat partout. Il y a la queue qui est dangereux, il balaye tout le monde et puis si on s'approche trop près, il peut nous croquer un bout de doigt ou alors un bout de jambe ou un pied. Donc effectivement la marée dernière, donc il s'est passé que le second capitaine s'est fait manger 2 doigts de la main gauche. Et donc depuis on prend énormément plus de précautions effectivement. Rapatrié par avion de Madagascar, le second a eu de justesse la main sauvée par les chirurgiens. Il reviendra à bord dès la prochaine marée. Le clou de la journée. Plus de 100 kilos assurément. Lors de cette marée, Alalunga a pêché environ 40 tonnes de poissons, mais plus de thon que d'espadons. Il est trop tôt pour dire si le pari de Jacques Albin va réussir et si d'autres bateaux réunionnais vont se lancer dans ce défi au grand large. Moi, c'est un poisson qui m'a toujours fasciné parce que j'étais persuadé qu'il y en avait dans l'océan Indien. Et j'ai été un des tout premiers à en attraper de manière régulière et je dirais pas industrielle, mais en grosse quantité. Donc je l'ai un petit peu démystifié à mes yeux. Mais ça reste toujours ce beau poisson que l'on voit arriver près du bateau. Il a toujours des couleurs magnifiques, un rostre impressionnant et une chair qui est très bonne aussi. Ainsi s'achève le récit d'un séjour à bord d'un palangrier qui continue sa route tout seul dans l'océan Indien. Comme un parfum de grande aventure, 10 hommes en haute mer à la recherche d'un poisson sauvage, majestueux et mythique.